Le fantôme de Canterville. Oscar Wilde. Le lendemain matin, quand les membres de la famille Otis se retrouvèrent pour le petit déjeuner, ils parlèrent assez longuement du fantôme. Le ministre des États-Unis fut naturellement un peu contrarié de constater que son cadeau n'avait pas été accepté. « Je n'ai nul désir de causer le moindre mal à ce fantôme, et je dois vous faire observer qu'étant donné le nombre de siècles qu'il a passé dans ces murs, j'estime qu'il n'est pas du tout poli de lui lancer des oreillers. » Remarque fort juste que les jumeaux accueillirent avec des éclats de rire. D'autre part, s'il refuse absolument de se servir du lubrifiant soleil levant, il faudra que nous lui enlevions ses chaînes. Il serait tout à fait impossible de dormir avec un tel tintamarre juste auprès de nos chambres. Pendant le reste de la semaine, toutefois, ils ne furent plus dérangés. La seule chose qui retint leur attention étant le renouvellement constant de la tache de sang sur le parquet de la bibliothèque. C'était là certes un phénomène fort étrange, car la porte était toujours fermée à clé, le soir, par M. Otis, et les fenêtres tenues soigneusement closes. La couleur de la tache, qui tenait du caméléon, suscita aussi fort commentaire. Certains jours, au matin, elle était d'un rouge sombre, presque indien, puis elle virait au vermillon, puis au pourpre généreux, et un jour qu'ils étaient descendus pour la prière familiale, selon les rites simples de la libre église américaine épiscopale réformée, ils la trouvèrent d'un vert émeraude éclatant. Ces changements kaléidoscopiques amusèrent naturellement beaucoup la famille, et les paris étaient librement ouverts à ce sujet tous les soirs. La seule personne qui ne participait point à la plaisanterie était la petite Virginia, qui, pour quelque raison inexpliquée, paraissait toujours passablement contrariée à la vue de la tache de sang et qui faillit pleurer le jour où elle fut vert émeraude. La seconde apparition du fantôme eut lieu le dimanche soir. Peu après être allés se coucher, ils furent soudain alertés par un fracas épouvantable dans le vestibule. Étant redescendus précipitamment, ils constatèrent qu'une énorme armure ancienne s'était détachée de son socle et était tombée sur le dallage, tandis qu'assis dans un fauteuil à haut dossier, le fantôme de Canterville se frottait les genoux, le visage empreint d'une expression de souffrance intense. Les jumeaux qui avaient emporté leur sarbacane lui décochèrent immédiatement 2 boulettes avec cette précision dans le pointage qui ne peut être obtenue que par une pratique longue et attentive sur la personne de son maître d'écriture. Cependant que le ministre des États-Unis le menaçait de son revolver et le sommait, conformément à l'étiquette californienne, de lever les mains en l'air, le fantôme se dressa d'un bond avec un hurlement sauvage de colère et les traversa comme une brume, éteignant en passant la bougie de Washington Otis, ce qui les laissa tous dans l'obscurité complète. Lorsqu'il arriva en haut de l'escalier, il reprit ses esprits et, résolu de lancer son célèbre éclat de rire démoniaque, il l'avait en plus d'une circonstance trouvé extrêmement utile. On dit que ce rire avait en une seule nuit fait grisonner la perruque de Lord Raker, et il avait certainement été cause que 3 des gouvernantes françaises de Lady Canterville avaient donné congé avant d'avoir terminé leur premier mois. Il lança donc son rire le plus horrible, au point que les vénérables voûtes résonnèrent de son écho. Mais à peine le dernier éclat s'était-il éteint qu'une porte s'ouvrit, et que Mrs. Otis sortit de sa chambre vêtue d'un peignoir bleu clair. « Votre santé me paraît vraiment laissée à désirer, dit-elle. Aussi vous ai-je apporté un flacon de l'élixir du docteur Dobell. Si vous souffrez d'une indigestion, vous constaterez que c'est un remède tout à fait excellent. » Le fantôme la fusilla du regard et s'apprêta immédiatement à se transformer en un gros chien noir, talent pour lequel il était à juste titre renommé, et auquel le médecin de la famille avait toujours attribué l'idiotie définitive de l'oncle de Lord Canterville, l'honorable G. Thomas Horton. Toutefois, un bruit de pas se rapprochant le fit hésiter dans son féroce dessein, de sorte qu'il se contenta de devenir légèrement phosphorescent et de disparaître avec un gémissement sépulcral, juste au moment où les jumeaux le rejoignaient.
Ayant regagné sa chambre, il perdit totalement contenance et devint la proie de l'agitation la plus violente. La vulgarité des jumeaux et le matérialisme grossier de Miss Otis lui étaient bien entendu extrêmement désagréables, mais ce qui, à dire vrai, le contrariait le plus, c'est d'avoir été incapable de revêtir l'armure. Il avait espéré que même des Américains modernes frémiraient à la vue d'un fantôme en armure, ne serait-ce à défaut de raisons plus sensées que pour respect pour leur poète national Longfellow, grâce à la poésie gracieuse et attrayante de qui il avait, quant à lui, charmé bien des heures d'ennui pendant que les Canterville étaient à Londres. De plus, c'était sa propre armure, il l'avait portée avec beaucoup de succès au tournoi de Kenilworth, et elle lui avait valu les compliments les plus chaleureux de la Reine Vierge elle-même. Pourtant, en essayant de la revêtir, il avait été complètement écrasé par le poids de l'énorme cuirasse et du aume, et était tombé lourdement sur le sol dallé, s'écorchant sérieusement les deux genoux et se meurtrissant les jointures de la main droite. Pendant les jours qui suivirent ces événements, il fut extrêmement malade, et c'est à peine s'il quitta sa chambre, si ce n'est pour entretenir en bon état la tache de sang. Cependant, à force de soins, il guérit et résolut de faire une troisième tentative en vue d'effrayer le ministre des États-Unis et sa famille. Il choisit le vendredi 17 août pour effectuer son apparition et employa la majeure partie de cette journée à passer en revue sa garde-robe. Il se décida finalement pour un grand chapeau de feutre mou avec une plume rouge, un linceul plissé au poignet et au col et un poignard rouillé. Vers le soir, il y eut un violent orage, et le vent était tellement déchaîné que toutes les fenêtres et les portes de la vieille maison tremblaient et claquaient. Bref, c'était précisément le genre de temps qu'il aimait. Voici quel était son plan de bataille. Il devait se rendre sans bruit dans la chambre de Washington Otis, lui adresser du pied du lit un baragouin inintelligible et s'enfoncer par 3 fois le poignard dans la gorge au son d'une musique lente. Il en voulait tout particulièrement à Washington car il savait fort bien que c'était lui qui avait l'habitude d'effacer la célèbre tache de sang de Canterville avec de l'extra-détergif Pickenton. Ayant ainsi amené le jouvenceau téméraire et imprudent à un état de terreur abjecte, il devait alors se rendre dans la chambre occupée par le ministre des États-Unis et sa femme, et là poser une main moite sur le front de Mrs. Otis, cependant qu'il susurrerait à l'oreille de son mari les secrets effroyables du charnier. En ce qui concerne la petite Virginia, il ne s'était pas encore entièrement décidé. Elle ne l'avait jamais insulté d'aucune façon, et elle était jolie et douce. Quelques gémissements sourds issus de l'armoire, pensait-il, seraient largement suffisants, et si cela ne réussissait pas à la réveiller, il pourrait tirailler son couvre-pied avec des gestes saccadés de paralytique. Quant aux jumeaux, il était absolument décidé à leur donner une leçon. La première chose à faire, c'était bien entendu de s'asseoir sur leur poitrine, de façon à produire une sensation étouffante de cauchemar. Puis, comme leur lit était tout près l'un de l'autre, de se tenir debout entre les deux, en prenant la forme d'un cadavre livide et froid comme la glace, jusqu'à qu'ils fussent paralysés de peur, et enfin de rejeter le linceul et de ramper autour de la pièce, avec ses ossements tout blanchis, et un seul œil qu'il ferait rouler dans son orbite, tenant ainsi le rôle de Daniel le Muet ou le squelette du suicidé, personnage sur la forme duquel il avait en plus d'une circonstance produit un effet sensationnel et qu'il considérait comme valant largement son célèbre rôle de Martin le maniaque ou le mystère masqué. À 10h30, il entendit la famille aller se coucher. Pendant quelque temps, il fut dérangé par les éclats de rire déchaînés des jumeaux qui, avec la gaieté insouciante des écoliers, s'amusaient manifestement avant de se retirer pour la nuit. Mais à 11h15, tout était silencieux, et aux 12 coups de minuit, il se mit en route. La chouette battait des ailes contre les vitres, le corbeau croassait du haut du vieil if, et le vent errait en gémissant comme une âme en peine autour de la maison. Mais la famille Otis dormait, sans se douter du sort qui l'attendait. Et il entendit, dominant de haut la pluie et le vent, le ronflement régulier du ministre des États-Unis.
il sortait à pas de loup de derrière le lambris, avec un sourire méchant au coin de sa bouche cruelle et ridée, et la lune se voila la face derrière un nuage, quand il passait à pas de loup devant la grande fenêtre en encorbellement, où ses propres armes et celles de son épouse assassinée étaient blasonnées en azur et or. Il poursuivit son chemin sans bruit, comme une ombre mauvaise, et l'obscurité elle-même semblait la voir en horreur tandis qu'il avançait. À ce moment, il crut entendre un appel et s'arrêta, mais ce n'était que l'aboiement d'un chien de la ferme rouge. Et il reprit sa marche, en marmottant d'étranges jurons du XVIe siècle et en brandissant à tout instant le poignard rouillé dans l'air de minuit. Enfin, il atteignit l'angle du couloir qui menait à la chambre de l'infortuné Washington. Un instant, il s'y arrêta. Cependant que le vent faisait voler ses longues boucles grises autour de sa tête et tordait en plis grotesques et fantastiques l'horreur sans nom du linceul du mort, l'horloge sonna le quart, et il se dit que l'heure était venue. Il eut un rire intérieur et tourna le coin du couloir, mais à peine l'eut-il fait qu'il recula avec un gémissement pitoyable de terreur et cacha son visage blême dans ses longues mains osseuses. Juste en face de lui se dressait un spectre horrible, immobile, ainsi qu'une image taillée et monstrueuse comme le rêve d'un démon. Sa tête était chauve et brunie, son visage rond, gras et blanc, et un rire hideux semblait lui avoir tordu les traits en une grimace éternelle. Des yeux s'échappaient à flots des raies de lumière écarlate, la bouche était un large puits de feu, et un vêtement hideux, pareil au sien, enveloppait de ses neiges silencieuses la forme titanesque. Sur sa poitrine était fixé un écriteau, portant une inscription étrange en caractères antiques, et cela ressemblait à un parchemin ignominieux, où aurait été inscrite une liste de péchés épouvantables, une sorte de calendrier du crime, et dans la main droite l'apparition brandissait un glaive d'acier brillant. N'ayant encore jamais vu de fantôme, il fut naturellement fort épouvanté, et juste après un second coup d'œil lancé en hâte sur l'effarante apparition, il s'enfuit vers sa chambre en trébuchant dans son suaire, tandis qu'il courait dans les couloirs. Finalement, il laissa tomber le poignard rouillé dans les bottes du ministre, où il fut retrouvé le lendemain matin par le valet. Une fois dans ses appartements, il se jeta sur un petit grabat et enfouit son visage sous les couvertures. Au bout de quelque temps toutefois, le vieux courage des Canterville reprit le dessus, et il résolut d'aller parler à l'autre fantôme lorsqu'il ferait jour. Aussi, dès que l'aube eut commencé à tacher d'argent les collines, retourna-t-il vers l'endroit où il avait aperçu pour la première fois le fantôme menaçant, ayant le sentiment qu'après tout, 2 fantômes valaient mieux qu'un seul, et que grâce à l'aide de son nouvel ami, il pourrait en toute sécurité se colter avec les jumeaux. Une fois sur place, cependant, un spectacle terrible s'offrit à sa vue. Il était manifestement arrivé un malheur au spectre, car la lumière s'était totalement évanouie de ses yeux creux, le glaive luisant était tombé de sa main, et il s'appuyait au mur dans une attitude tendue et incommode. Le fantôme s'élança en avant et le saisit dans ses bras lorsqu'à sa grande horreur, la tête se détacha et roula à terre. Le corps prit une position couchée, et il se retrouva en train d'éteindre un rideau de lit en basin blanc, tandis qu'un balai, un couperet de cuisine et un navet creux gisaient à ses pieds. Incapable de comprendre cette transformation curieuse, il saisit le panneau avec une hâte fébrile, et il y lut, à la lumière grise du matin, ces mots effrayants. « Icelui fantasme de Otis, seul spectre véritable et original. Méfiez-vous des contrefaçons. Tous autres sont faux. » Comme un éclair, la vérité se fit jour dans son esprit. On s'était moqué de lui, et il avait été joué, floué. Le vieux regard des Canterville passa dans ses yeux. Il serra ses gencives édentées et, levant ses mains flétries au-dessus de sa tête, il jura, selon la phraséologie pittoresque de la vieille école, que quand Chanteclair aurait fait retenir par 2 fois son corps joyeux, la geste de sang s'accomplirait et le meurtre se mettrait en chemin de sa démarche silencieuse. À peine eut-il proféré ce serment effroyable que du haut du toit aux tuiles rouges d'une ferme lointaine, un coq chanta. Il
partit d'un long rire, bas et amer, et attendit. D'heure en heure, il prolongea son attente, mais le coq, pour quelque raison étrange, ne chanta plus. Enfin, à 7h30, l'arrivée des servantes le contraignit à abandonner son effrayante veille, et il regagna doucement sa chambre, songeant à son vain espoir et à son dessein contrecarré. Là, il consulta plusieurs livres de chevalerie ancienne qu'il affectionnait beaucoup, et constata que, chaque fois qu'on avait fait usage de son serment, Chanteclair avait toujours chanté une seconde fois. « Que la vilaine besse périsse de mal, mort, marmotta-t-il. Fut un temps où de mon fier épieu, je l'eusse embroché par la gorge et l'eusse fait chanter pour moi, fût sans la mort. » Il se retira alors dans un confortable cercueil de plomb, où il demeura jusqu'au soir.